Dès à présent. Voilà. Exactement. Donc, bienvenue tous à cette nouvelle conférence, puisque c'est la deuxième de l'année, donc en ce qui concerne la chaire EIVP et VESA, donc une chaire très dynamique, sur laquelle il se passe pas mal de choses, que ce soit en termes de cours, en termes d'accompagnement donc et de collaboration entre EVESA et l'EIVP. Et c'est l'occasion toujours, durant ces conférences, de découvrir des nouveaux aspects avec aujourd'hui Jean-Gabriel Cos et puis Nicolas Well, que va nous présenter donc Victor, donc, dans le cadre de cette chaire qui a vocation donc, à parler de la lumière et de l'urbanisme justement. Et je pense que c'est l'objet des conférences qui vont suivre et que je vais suivre aussi avec grand plaisir. Victor, si tu avais un mot d'introduction complémentaire. Oui, merci Frédéric. Oui, mais merci pour cette deuxième conférence, du coup, qu'on a appelée Couleur et obscurité, un pas de côté dans la conception lumière. Avant d'introduire les intervenants, je vais laisser aussi parler Youssef, qui va dire quelques mots. Youssef, professeur à l'Université Gustave Eiffel et responsable des chaires à l'UIVP, qui va dire quelques mots sur cette conférence. Youssef, oui, merci Victor, merci Frédéric, bonjour Zenel, bonjour Jean-Gabriel et Nicolas. On est très content de vous accueillir à l'EIVP, même en visio. La prochaine fois, ce sera en présentiel, c'est sûr. Alors, juste pour le public, peut-être connaît bien l'EIVP, mais juste pour rappeler que c'est très important pour nous, ces aspects relatifs aux chaires, qui sont des questions qui couvrent le génie urbain globalement. C'est-à-dire, on voit bien dans la conférence ce soir qu'on peut aller des réseaux d'éclairage jusqu'aux ambiances, jusqu'aux perceptions des ambiances, jusqu'aux questions de couleur et d'obscurité. Alors, c'est ça l'image qu'on veut donner de l'école, une école pluridisciplinaire qui porte toutes les questions urbaines en allant des sciences humaines et sociales aux sciences dures. Voilà, et très content, mais merci à Victor d'avoir organisé ces échanges avec Nicolas et Jean-Gabriel, et je te laisse la parole tout de suite pour écouter des choses plus intéressantes. Oui, merci beaucoup Youssef, merci Frédéric. En parlant de multidisciplinarité, après des conférences qui étaient plutôt axées techniques, qu'on a faites sur à la fois la conception lumière, puis des productions scientifiques qui étaient portées par des élèves à l'intérieur de l'école, on a essayé de faire un pas de côté et du coup de sortir un peu des sentiers battus, mais pour mieux les arpenter par la suite, j'espère. Donc que ce soit couleur et obscurité, donc un intervenant pour chaque thématique. Le premier intervenant, ce sera Jean-Gabriel Cos, qui est à la fois concepteur, écrivain et conférencier, qui a écrit l'ouvrage « L'étonnant pouvoir des couleurs » aux éditions du Palio. Donc, c'est de ce sujet qu'il parlera, les couleurs et leur impact sur nos vies, sur nos affects, sur nos comportements. Mais il vous en parlera mieux que moi. Et le second intervenant sera Nicolas Well, qui est docteur en urbanisme à l'ENSA Nantes, donc l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, et également architecte, concepteur lumière. Et Nicolas parlera, lui, de l'obscurité, qui est le corollaire antagonistique de la lumière, on peut dire ça comme ça, sur un point de vue, à la fois en tant que point de vue concepteur, mais si j'ai bien compris, ce sera aussi l'occasion d'une réflexion philosophique, conceptuelle aussi, également, sur cette question de l'obscurité. Donc, je vais m'effacer et laisser le premier intervenant, Jean-Gabriel, prendre la parole pour une conférence qui s'annonce passionnante, j'en suis sûr. J'espère. Vous me direz à la fin. Mais écoutez, merci Victor, merci à tous. Très, très heureux d'être parmi vous parce que moi, je suis un peu un spécialiste des couleurs et de leurs influences, mais il n'y a pas de couleur sans lumière. Donc, c'est important. La lumière est absolument capitale parce qu'on en a besoin. Je vais vous faire. Alors, par contre, je suis désolé, ça partira dans tous les sens parce que j'aime bien faire des petites parenthèses un peu partout. Je vous en fais déjà une toute première. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi est-ce que la nuit, on commence à voir en noir et blanc, c'est-à-dire qu'on ne voit plus les couleurs? C'est tout simplement parce que vous avez des cônes et des bâtonnets dans vos yeux. Vous avez 10 fois plus de bâtonnets que de cônes. Peut-être que Nicolas va en parler après. Je ne sais pas que je ne vais pas déflorer tout ça. Bon, ça va. Et donc, vos bâtonnets sont plus sensibles que vos cônes, donc vous voyez en noir et blanc. Le cône qui est le plus sensible à la lumière, à la faible lumière, c'est le bleu. C'est pour ça que d'ailleurs dans le cinéma, vous avez ce qu'on appelle la nuit américaine, où on éclaire en bleu pour donner le sentiment en fait que c'est la nuit, alors que c'est filmé bien sûr en plein jour. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc, je vais essayer de vous donner quelques petites notions de couleurs et de leurs influences. Et déjà,
je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, les couleurs ont des influences qui sont très différentes si on est en lumière, synthèse additive, ou en matière, synthèse soustractive. Et j'ai pris cette photo pour commencer cette présentation parce que c'est une photo de l'hôtel de ville de Lyon pendant les accords de Paris pour souligner l'urgence d'agir. Ils ont pris cette couleur en disant il faut agir. Et bien, je peux vous garantir que cette couleur dans votre cerveau, elle produit l'effet inverse. C'est-à-dire que le rouge en lumière, si on regarde votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, il baisse. C'est-à-dire que le rouge, c'est une couleur en lumière qui va vous endormir. Voilà. Par contre, en matière, c'est une couleur qui peut vous réveiller. C'est-à-dire que quand vous voyez un mur rouge, là, tout de suite, c'est différent. Alors, le rouge en matière, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est le dynamisme. Les hommes politiques, par exemple, quand ils veulent passer dans l'action, ils mettent une cravate rouge, par exemple, pour montrer que vraiment, ils sont dans l'action. Je peux vous faire une petite parenthèse aussi sur pourquoi est-ce que les femmes ou habillées en rouge ou qui mettent du rouge à lèvres, etc., sont beaucoup plus sexy. Alors, c'est quelque chose qui est pas très romantique, je suis désolé, je vais vous tomber un petit peu un mythe, mais c'est qu'en fait, dans notre cerveau, femmes, quand elles étaient en période d'ovulation, avaient les lèvres génitales et labiales un peu plus rouges. Donc, pour un homme, dans notre cerveau primaire, voir du rouge associé à une femme, c'est réveiller notre cerveau primaire. Voilà pourquoi les femmes sont plus séduisantes dans du rouge. Il y a eu plein d'études passionnantes sur le sujet où on montrait des photos de la même femme en rouge ou en bleu à des hommes. Et inconsciemment, tout le monde la trouve plus sexy sur du rouge. C'est-à-dire que la même femme, je vous aurais montré cette photo sur un fond blanc, par exemple, vous auriez juste dit, voilà, une femme sur un fond de couleur. Alors que sur un fond rouge, tout de suite, il y a un effet qui est très fort. Voilà la comparaison. Donc, le feu rouge, ben non, le feu rouge, ça vous arrête, ça c'est dans tous les sens du terme, mais ça va vous endormir. Donc, la prochaine fois que vous klaxonnerez quelqu'un qui ne démarre pas assez vite au feu, dites-vous que c'est peut-être aussi parce que la lumière rouge a pu un petit peu l'endormir. Voilà, on va faire quelques couleurs comme ça. Le bleu, en matière, on sait tous que le bleu est relaxant. C'est vrai, c'est absolument vrai. Là aussi, il y a des centaines d'études. En matière, le bleu est une couleur très, très relaxante. On a envie vraiment de se lever dans ce canapé. Par contre, en lumière, ce n'est pas du tout le cas. C'est même exactement l'inverse, pour le coup. C'est-à-dire que quand vous avez des lumières bleues, la lumière bleue, elle va bloquer vos sécrétions de mélatonine, et ce qui fait que vous allez mal dormir. Donc, quand vous avez du bleu comme ça, en fait, ça va vous réveiller, ça va vous empêcher de dormir. Donc, quelque part, une lumière bleue, vous pouvez vous dire, tiens, c'est intéressant, pourquoi pas utiliser les lumières bleues sur les routes, sur les autoroutes, parce que ça nous empêche de dormir. Alors, oui, mais non, parce que la photo que je vous montre là, elle a un problème fondamental, c'est que l'IRC n'est pas bon. Donc, on voit mal les contrastes. Donc, ce n'est pas forcément non plus le bon éclairage des autoroutes. Là, ça devient intéressant. Là, on est à Montréal, vous avez un excellent IRC et en plus, vous avez ces fameuses petites diodes bleues qui vous permettent de rester réveillé. Il y a une étude qui n'est pas très vieille qui dit que la lumière bleue est équivalent à un café. Vous dormez moins, vous avez moins de risque de somnolence. C'est important parce qu'on sait que l'endormissement est la première cause de mortalité sur nos routes. Donc, s'il y a parmi les personnes qui nous écoutent, des personnes qui travaillent sur les routes, je vous recommande plus d'adopter des diodes bleues sur les routes. Ça empêchera les automobilistes de dormir. À Lyon, d'ailleurs, je crois qu'aussi on a des lumières comme ça, dans le centre-ville. En attendant, les routiers qui le savent, eux, mettent ces fameuses diodes, en attendant que vous en mettez partout, dans leur camion. Et ça a vraiment un effet très intéressant. On dort moins, on a moins besoin de dormir. Ce n'est pas forcément du meilleur goût, mais en termes d'efficacité, voilà, ça fonctionne. Mettez des diodes bleues aussi dans vos voitures, en expliquant que ce n'est pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons de sécurité, ça peut marcher. Évitez ça. Ça, typiquement, il y en a de moins en moins parce qu'on sait que les radio-réveils avec des diodes bleues vont vous donner un sommeil de mauvaise qualité. Donc, privilégiez plutôt les diodes rouges qui, comme on l'a vu tout à l'heure, vont vous permettre de mieux dormir. Évitez peut-être une chambre au mur rouge parce que là, pour le coup, vous ne dormirez pas forcément mieux. Encore que, je ne vais pas vous raconter tout ça parce que ça va être trop grivois après. Mais
évitez en tout cas les diodes bleues sur vos radios réveil. Autre couleur intéressante, le vert. Alors, le vert en matière, c'est la couleur de l'équilibre. On est bien dans du vert, tout ce qui va être zen, on est sur du vert. C'est une couleur exactement au milieu du spectre du visible, vous le savez, entre les infrarouges et les ultraviolets. Au milieu, 550 nanomètres, vous avez le vert. Très, très bonne couleur, vraiment relaxante, équilibrante. Quand on regarde ce qui se passe dans votre cerveau, quand vous regardez du vert, vous activez à la fois, là, ça devient schématique, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, vous êtes vraiment dans une couleur qui va activer l'ensemble de votre cerveau, donc à la fois créatif et productif. C'est la très bonne couleur pour la lecture. Regardez, essayez d'imaginer toutes les bibliothèques que vous connaissez, il y a toujours ces globes verts. Il y a du vert partout, à la Sorbonne, on a du vert. Enfin, vraiment, c'est la bonne couleur pour la lecture. C'est la couleur qui vous inspire confiance en matière. Preuve en est, et ça c'est une très belle étude dans les casinos à Las Vegas, où on a fait jouer des joueurs à la roulette sur des tapis verts, rouges ou bleus. Sur des tapis rouges, les joueurs jouent des sommes assez fortes, mais se lassent vite et s'en vont. Tapis bleu, ils jouent modérément, ils s'ennuient. Tapis vert, ils se sentent bien. Ils jouent moyennement, des sommes moyennes, plus que bleu, mais moins que rouge. Par contre, même quand ils perdent, ils continuent à jouer parce qu'ils se sentent bien et ils se disent qu'ils vont se refaire. C'est la couleur de la confiance. Il y a même quelqu'un qui expliquait que si le dollar était vert, c'est parce que le vert est la couleur de la confiance. Alors, en lumière, quelles sont les couleurs dans lesquelles on se sent bien et dans lesquelles, qui nous inspirent confiance? C'est la somme de toutes les lumières. Donc, c'est le blanc, la somme de toutes les couleurs. Alors, pas n'importe quel blanc, c'est un blanc bleuté. Plus vous avez de ciel bleu, bien évidemment, là, c'est un peu une lapalissade, mais on se sent mieux quand il fait beau, quand le ciel est bleu. Donc, une lumière très froide avec du bleu, quand en plus il y a la mer qui réverbère ce bleu, c'est encore mieux. Donc là, on se sent bien dans la journée. Autant la matière, ça fonctionne à peu près jour et nuit. Mais dans la journée, voilà la bonne couleur pour être en confiance. Et la nuit, la meilleure des couleurs, c'est celle du feu. On ne fera pas mieux que celle du feu. Alors, c'est certainement peut-être épigénétique, étant donné que peut-être que nos ancêtres, quand ils avaient la chance d'avoir le feu, ils pouvaient manger chaud, ils pouvaient lutter contre les bêtes sauvages. Donc, la très très bonne couleur, la nuit, la meilleure des couleurs, c'est cette lumière jaune. Donc, alors je crois que ce n'était pas pour cette raison que nos villages ont été éclairés avec du jaune. Je pense que c'était parce que c'était beaucoup plus pratique. Mais il s'avère que cette couleur jaune est positive, elle est réconfortante. Elle est réconfortante, mais elle a quand même un inconvénient très fort, c'est que ça endort aussi. Là, on se rapproche du rouge aussi dans les effets. Le jaune, ça vous endort. Donc vous voyez cette photo, vous vous dites, ce petit village, ça ne doit pas être super dynamique le soir. C'est vrai, mais pas que pour la couleur, mais en tout cas, la couleur jaune peut vous donner ce sentiment. Alors, tant qu'on est à parler de couleur jaune, j'ai trouvé ça que je trouve assez intéressant, c'est la couleur des phares de nos voitures qui étaient jaunes depuis 1936. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on avait des phares jaunes en France? Parce qu'on était en fait juste avant la guerre et les militaires français ont équipé d'abord tout leur matériel militaire avec des phares jaunes et toutes les voitures ont eu l'obligation d'avoir des phares jaunes en France en 1936. Des fois que les Allemands, le jour où ils débarquent, ils avaient leurs phares blancs, peut-être qu'on aurait pu les reconnaître un tout petit peu plus tôt. Donc ça, c'est la raison fondamentale. Il y a l'Académie des sciences qui a dit en 1934, je vais la citer, « Les observations faites par les usagers, et particulièrement par ceux qui ont une éducation scientifique, montrent que le projecteur éclairé en lumière jaune éblouit moins que la lumière blanche, et que lors de la rencontre entre deux automobiles, la durée de la période de réadaptation de l'œil après éblouissement est notablement diminuée. La lumière jaune donne lieu à une moindre quantité de lumière réfléchie sur le brouillard, temps de brume. Elle paraît augmenter la valeur des contrastes et réduit la fatigue oculaire. » Si vous voulez mon avis, c'est faux. C'est-à-dire qu'effectivement, elle peut augmenter, cette lumière jaune, elle peut augmenter les contrastes dans sa couleur complémentaire, donc dans le violet. Ok, le violet apparaîtra noir. Mais sinon, moi, je ne pense pas que ça réduise la fatigue oculaire. Et là aussi, encore une fois, ça endort pour moi. Ce n'est pas forcément une très, très belle couleur.
sauf peut-être dans les cas particuliers qu'on a vus tout à l'heure, dans des vieux villages romantiques, etc., où on veut garder cette tradition de belles couleurs. Mais je ne suis pas sûr que ce soit dans nos villes qui se veulent dynamiques, la meilleure des couleurs qui soit. Il y avait, je ne sais pas si vous connaissez Yann Kersalé, le concepteur lumière, qui avait parlé de façon provocante de la sodiumisation de nos villes. Voilà un exemple. La bonne couleur, pour moi, c'est, en tout cas pour nos villes, c'est celle où l'IRC est le plus élevé. Plus vous approchez d'un IRC de 100, meilleure est la qualité de la lumière. En tout cas, c'est certain, avec ce genre de lumière, vous avez de très bons contrastes, beaucoup mieux que dans une lumière jaune. Donc, sécurité. Bon, sachant que la lumière, et là, beaucoup d'entre vous le savent mieux que moi, remplie de nombreuses fonctions. Donc, premièrement, effectivement, cette fonction fonctionnelle pour que l'on puisse se repérer dans le noir et avoir moins d'accidents. Vous avez une fonction esthétique aussi qui est assez importante dans nos villes. On a vraiment besoin d'avoir de belles couleurs, donc on l'exploite. Voilà. Dans le cinéma, on essaie de mettre vraiment de très jolies ambiances colorées. Est-ce que vous savez depuis quand on s'intéresse à l'esthétique de nos villes par la lumière? C'est relativement récent en fait, ça date de 1918 et le premier bâtiment à avoir été éclairé en couleur pour des notions esthétiques, c'est la cathédrale de Strasbourg que vous avez là. Je ne pense pas que ce soit l'éclairage de 1918, m'étonnerait, mais en tout cas, sachez, et c'est peut-être pour ça aussi que les Français, on est les meilleurs au monde en éclairage de bâtiments, parce que ça fait plus d'un siècle que les Français éclairent nos bâtiments. L'autre fonction très importante de la lumière, c'est bien sûr une fonction de confort, pour que l'on se sente bien, cela favorise les interactions sociales. Et donc là, moi, je recommande plutôt des lumières IRC élevées plutôt que des lumières jaunes. Encore une fois, si la lumière est trop jaune, on va plutôt s'endormir ou s'ennuyer, alors que si la lumière est plutôt... Alors peut-être avec du jaune au-dessus, comme c'est le cas, ce qui est intéressant, on garde le côté vieux bâtiment, mais en même temps, on est bien éclairé au niveau des personnes. Là, je pense que c'est un très bon éclairage pour avoir envie de sortir, bien sûr avec le masque encore aujourd'hui. Mais il y a une autre fonction qui est très importante de la lumière, et vous le savez, c'est cette fameuse notion de sécurité. Si on réduit les lumières, on se sent moins en sécurité. Alors là, je vous ai pris le contre-exemple, c'est Tokyo. Bon, Tokyo est une ville qui est tellement sûre qu'ils n'ont pas forcément, eux, besoin de tellement éclairer pour qu'on s'y sente bien. Pour qu'on se sente bien, il faut un peu plus de soleil parce qu'il pleut beaucoup dans cette image. Mais en tout cas, voilà, eux, ils n'ont pas trop le problème de la lumière à Tokyo parce que, quoi qu'il arrive, il n'y a quasiment pas de criminalité dans les rues de Tokyo. Donc, cette histoire de notion de sécurité, on la voit notamment dans les parkings souterrains. On a eu quelques études aussi. Vous voyez que on se sent plus en sécurité, bien sûr, dans le parking de droite par rapport à celui de gauche. L'étude à laquelle je fais référence a essayé de comparer le taux de criminalité dans des parkings très éclairés et des parkings peu éclairés. Et d'après vous, où est-ce que vous avez le plus de malchance de vous faire agresser? Ben, c'est pareil. Vous avez exactement la même chance de vous faire agresser dans celui de gauche que dans celui de droite. Ça ne change strictement rien, l'éclairage, si ce n'est le sentiment. Si vous voulez être plus en sécurité, je vous conseille de mettre de la lumière pour qu'on se sente en sécurité, mais surtout d'ajouter de la couleur. La couleur matière, là, pour le coup, baisse sensiblement la criminalité, que ce soit dans les parkings souterrains ou même dans les villes. Ça, c'est une photo à côté de Cape Town, dans un ancien township, qui a été réhabilité avec énormément de couleurs, et c'est devenu un des quartiers les plus sympas de Cape Town, qui est plus du tout dangereux, bien au contraire, et même il y a des personnes aisées qui viennent habiter ce quartier, parce que la couleur apporte au contraire la sécurité. On a le même genre de photos, enfin d'exemples, que ce soit à Rio, un peu dans l'Amérique du Sud, il y a énormément de villes où on colore énormément les bidonvilles, et ça réduit sensiblement la criminalité. Donc, vous qui faites de la lumière, éclairer de la couleur, ce sera bien, et éclairer ce genre de jolis bâtiments avec plutôt un IRC proche de 100, comme ça les couleurs seront toujours aussi belles. Il y a une autre fonction qui est intéressante sur la lumière, en particulier la lumière colorée, c'est que ça favorise l'achat. Que ce soit à Shibuya, Piccadilly Circus, Times Square, etc., ce sont les quartiers au monde où le chiffre d'affaires au mètre carré par les boutiques est le plus élevé qui soit, et ça n'a jamais baissé
depuis que l'on met des lumières fortes et des néons très forts dans ces quartiers-là. On est un peu comme des papillons de nuit, des papillons avec un porte-monnaie qu'on a envie d'ouvrir. En tout cas, dans ces quartiers-là, on consomme. Donc, la lumière peut aussi avoir comme rôle d'ouvrir notre porte-monnaie. Que ce soit à l'extérieur, je vous ai mis un exemple aussi parce que c'est assez frappant, les pharmacies. Là aussi, les pharmaciens le savent tous, cette pharmacie, elle enlève 2/3 de ses lumières, elle fait 2/3 de chiffre d'affaires en moins. En tout cas, en parapharmacie, elle fera le même chiffre d'affaires en pharmacie parce que les gens viennent avec une ordonnance, mais en parapharmacie, elle fera beaucoup moins. Et surtout, elle va perdre des clients parce que les clients aiment aller dans des pharmacies qui sont ultra éclairées. Voilà, donc la lumière a cette notion de sécurité, mais on est face à un paradoxe que vous connaissez tous, c'est que avec la montée tout à fait légitime de l'écologie, on nous dit qu'il faudrait absolument réduire nos consommations électriques, il faut aussi protéger la faune, et donc il faudrait éteindre les lumières la nuit. Mais si on éteint les lumières la nuit, eh bien, ce qui se passe à gauche, ça nous fait peur. Donc, ce n'est peut-être pas forcément la bonne solution d'éteindre non plus. Alors, je vous ai trouvé une petite solution qui m'amuse en tout cas. C'est avec ça. Est-ce que vous voyez ce que c'est? J'en vois qui sourit à l'écran, donc ils ont très bien vu ce que c'était. Oui, c'est du cannabis. Donc, les agriculteurs modernes, très très modernes, qui cultivent ce genre de plantes, connaissent très très bien les effets des lumières colorées pour produire leurs plantes favorites. Sachez que si vous voulez dans votre cave planter du cannabis pour le faire pousser, le cannabis ou toute autre plante d'ailleurs ça fonctionne, je vous conseille une température de couleur entre 4000 et à peu près 5500 Kelvin, c'est-à-dire une lumière très bleue. Et là, votre plante se portera à merveille. Pendant la floraison, ça c'est surtout valable pour le cannabis, il faut descendre à 2000 Kelvin. À 2000 Kelvin, donc lumière très rouge, vos têtes auront, il y aura de très très belles fleurs. Et surtout, c'est là que je voulais en venir, parce que ce n'est pas pour vous inciter à planter du cannabis, sachez que si vous travaillez la nuit dans votre cave, pour ne pas perturber le rythme de vos plantes, la meilleure des lumières, c'est le vert. Quand vous éclairez en vert, sachez que les végétaux n'ont pas de photorécepteurs et que la lumière verte ne les gêne absolument pas. Donc, éclairer les jardins publics avec du vert, ça peut être une très bonne idée. Et en plus, c'est très joli. Cette plante ne se fume pas. Voilà, donc voilà où je voulais en venir. Alors, je suis parti un petit peu dans tous les sens. Je vais répondre aux questions. Je sais qu'il fallait que j'aille assez vite. Si vous voulez en savoir plus et sur les couleurs, enfin sur toute matière, j'ai juste un petit chapitre sur la lumière, mais bon, il y a beaucoup de choses sur les influences de la couleur. Vous avez mon petit ouvrage. Voilà, je me suis permis de faire ma petite autopromotion. Et je vous remercie de votre attention et je suis à votre entière disposition pour vos questions. Merci Jean-Gabriel, c'est parfait, on a un peu le temps pour des questions. Alors, même merci pour cette intervention qui était passionnante et très diversifiée. Il y avait une question sur la question des femmes sexy en rouge. Une remarque sous forme de question qui disait que la remarque était peut-être un petit peu centrée sur un peu la vision de l'homme, d'aucuns diraient hétérocentrée. Alors c'est une couleur qui était considérée comme très masculine pendant longtemps. La question est la suivante: est-ce qu'il y a une différenciation en fonction du genre ou du sexe des perceptions de la couleur? Et le cas échéant, est-ce que c'était un choix de faire uniquement la remarque d'un point de vue homme sur cette question de la robe rouge? Oh, que vous me faites plaisir de me poser cette question. Là, j'ai à peu près 1 heure de données. Je pourrais vous en parler pendant 1 heure parce que j'ai énormément de données. Alors déjà, l'université de Rochester, à côté de New York, il y a le professeur Elliott qui a fait une expérience avec 2 photos de femmes moyennement attirantes, volontairement. Il ne voulait pas faire mais assez semblables. L'une habillée en rouge, l'autre habillée en bleu. On a montré à 1000 garçons de l'université, 23-24 ans, les 2 photos, en leur disant avec laquelle de ces 2 charmantes jeunes filles aimeriez-vous aller dîner ce soir? 2/3 des garçons ont répondu celle en rouge. Le deuxième groupe test, on a inversé sur Photoshop les couleurs des vêtements et 2/3 des garçons du deuxième groupe ont préféré la fille aussi habillée en rouge. Ce qui veut dire que techniquement, ça augmente, c'est pas très romantique, je m'accorde, le côté sexy d'une femme de 25%, le fait de porter du rouge. Alors,
là où c'est pas anodin en plus, c'est qu'aucun des hommes n'a reconnu que c'était la tenue qui avait influencé son jugement. Ils disaient non, je préfère les cheveux de côté, etc. Donc personne n'arrive à accepter que ce soit dû à la couleur. Alors, pour répondre directement à votre question, parce que là ça devient intéressant, on a fait la même étude avec des femmes en leur disant votre fiancé doit partir en week-end avec l'une de ces deux charmantes jeunes filles. De laquelle des deux auriez-vous le moins peur? Les femmes ont moins peur de celle en bleu. Donc les femmes inconsciemment ont conscience que les hommes sont attirés par les femmes en rouge. Autre point intéressant, c'est une étude qui a été faite sur les sites de rencontres. On a comparé les photos des femmes sur les sites de rencontres sur des sites où on recherche le grand amour et des photos où on recherche le grand frisson, dirons-nous. Quand on cherche le grand amour, on est plutôt habillé en blanc, plutôt habillé en rose, couleur pastel. On est voilà. Et quand on cherche à passer une bonne soirée, on est plutôt habillé, les femmes sont beaucoup plus habillées en rouge. Donc le côté sexy des femmes est, par votre inconscient, en tout cas, tout à fait accepté. Et là, c'est universel, c'est-à-dire que quelle que soit la culture, ça marche aussi bien en Asie qu'en Amérique, qu'en Europe. Voilà, ce rouge-là. Et pour finir sur la deuxième partie de votre question aussi, cette étude a été montrée à des homosexuels pour savoir si des hommes habillés en rouge étaient plus sexy pour des homosexuels. Et il s'avère que absolument pas. Un homme habillé en rouge ne plaira pas plus à un homosexuel qu'un homme habillé dans une autre couleur. Donc, ça ne marche que pour les hétérosexuels qui veulent séduire des femmes ou pour des femmes qui veulent séduire des hommes. Voilà. Je pourrais continuer, mais on va revenir à la lumière peut-être. On va revenir à la lumière. On a une question sur le couplage entre IRC et perception. Mais merci pour la réponse, qui était très complète et très sourcée. Le couplage entre IRC et perception paraît intéressante. Est-ce que vous pensez que la question est aussi directe, linéaire, simple, ou est-ce qu'elle est tributaire d'autres aspects comme la localisation, l'environnement? Forcément, la réponse est oui, mais voilà, sur cette question du lien direct entre IRC et perception, est-ce que vous pourriez un peu plus développer? Alors, c'est le mot perception. Il peut y avoir plusieurs façons de l'interpréter. C'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que meilleur est l'IRC, meilleur est le rendu des couleurs, bien sûr, par définition. Donc, meilleur est le contraste. Ça, c'est une première chose. Après, il y a le côté culturel qui intervient. Dans le côté culturel, je sais j'ai pu en visiter des villages d'Afrique où ils ont des mauvais néons, mais vraiment tout pourris, donc avec un IRC très, très faible. Et bien, les gens adorent ces couleurs. C'est-à-dire que vous ne leur enlèveriez pas les néons dans leur village. Ils aiment ces néons parce que ces néons représentent peut-être pour eux l'arrivée de l'électricité il y a 20 ou 30 ou 40 ans. Et pour eux, c'est la belle couleur. Et donc, ne leur touchez pas leurs néons. De la même façon, je vous ai montré tout à l'heure une photo de rue sous sodium qui n'est pas forcément très heureuse. C'est vraiment pas génial, mais il y a beaucoup d'habitants. Vous ne leur enlevez pas leur sodium. Si vous leur mettez une lumière blanche, ils ne seront pas contents. Donc, il y a un côté culturel qui fait que certains préfèrent des couleurs qui ne sont pas forcément les plus avantageuses pour eux, en tout cas même dans leur vie de tous les jours. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, parfaitement. Merci. Mais je pensais même dans un même environnement, est-ce que la perception au sens sensoriel du terme, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a certaines personnes qui acceptent certains rendus plus que d'autres? En tout cas, est-ce qu'il y a de la recherche sur ce couplage? De la recherche, à ma connaissance, non. Il y en a peut-être, mais à ma connaissance, non. Peut-être que Nicolas a des données là-dessus, peut-être, en tant qu'universitaire. Moi, j'ai une notion qui est assez intéressante sur la perception, par exemple, du blanc. Le blanc, pour nous tous, c'est quoi le blanc en matière, hein, pas en lumière. En matière, le blanc, c'est la neige en plein soleil, on est d'accord? La neige en plein soleil, c'est 10% de bleu, puisque vous avez la réverbération du ciel bleu. Donc la neige n'est pas blanche, la neige est bleue. Vous auriez, pour nos ancêtres, la couleur le vrai blanc, c'est la couleur du lait. C'est pas du tout et le lait est beaucoup plus jaune entre guillemets que la neige. Une feuille de papier, elle n'est pas blanche, elle est azurée, donc elle est bleu ciel. Une chemise blanche, elle est bleu ciel. On met de l'azurant dans les chemises bleu ciel. D'ailleurs, les lessives qui lavent plus blanc sont des lessives avec de l'azurant, c'est-à-dire que si vous mettez du linge noir avec cette lessive, votre linge va terne parce que cet azurant bleuté va ternir le noir. Il va blanchir dans notre perception du blanc une chemise bleu ciel, mais il va ternir du noir. Donc voilà, donc la perception peut changer effectivement un tout petit peu selon les cultures. Alors il y a Pastoureau qui a pas mal de choses là-dessus, sur par exemple les Inuits qui ont une cinquantaine de mots pour parler du blanc.
C'est assez controversé. Il y a pas mal d'universitaires qui pensent l'inverse. Ça dépend du courant de pensée. Est-ce que l'œil s'exerce en regardant les couleurs ou pas? Là aussi, c'est très faussé. Le nombre de perceptions de couleurs varie entre 300 000 et 10 millions, je crois. C'est-à-dire que personne n'est capable de savoir exactement combien de couleurs on est capable de percevoir. Le seul truc que l'on sait, c'est que les femmes ont une meilleure perception des couleurs que les hommes, en particulier dans tout ce qui va être vert cacadois. Là-dedans, nous, les hommes, on n'est pas très bons. Qu'il y a bien sûr beaucoup plus de daltoniens, c'est le rapport de 1 à 100 chez les hommes par rapport aux femmes, donc beaucoup d'hommes voient moins de couleurs. Après, quelle est la notion de perception culturelle? C'est assez difficile, c'est assez flou, et il se dit à peu près tout et son contraire. Merci. Merci beaucoup. Je crois que, merci beaucoup pour sa réponse très riche. Je crois qu'on arrive à la fin des questions et qu'on est pile poil dans le temps. Et tu avais à demi-mot introduit Nicolas Well, qui sera le prochain intervenant. Donc, juste après les couleurs de Jean-Gabriel Causse qu'on a écouté à l'instant, nous allons maintenant parler de l'obscurité en présence de Nicolas. Eh bien, merci Victor. Jean-Gabriel, si tu veux bien couper ton partage d'écran. Pardon, excusez-moi. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Juste en aparté, avant de commencer, la cathédrale de Strasbourg a été illuminée très récemment par Jean-Yves Soytink de l'Acte Lumière. Voilà, l'image que tu as montrée est celle de son illumination qui a reçu plusieurs prix internationaux, donc je pense que c'était important de pouvoir le situer à cet endroit-là. Voilà. Donc, concernant... Est-ce que vous voyez bien mon écran, déjà, dans un premier temps? Yes, super. Donc, encore une fois, merci Victor de l'opportunité ici de présenter un travail assez prospectif sur l'obscurité. Donc, ma thèse a porté sur ce que l'on appelle la pédagogie de la sobriété lumineuse. Je suis aujourd'hui rattaché au laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité à l'École d'Archi de Nantes et en parallèle, j'ai une activité de conseil dans une société qui s'appelle l'Observatoire de la nuit, où on développe énormément de protocoles et méthodes participatifs pour aller à la rencontre des usages de l'espace public nocturne, rural ou urbain. Donc aujourd'hui, ça va être une présentation un peu plus prospective sur la notion d'obscurité, une notion qui m'est très chère personnellement, qui sera certainement l'une des suites des travaux de recherche des années à venir, certainement. Quelques questions suspendues tout d'abord. Est-ce que l'on pourrait parler de couleur de l'obscurité ou est-ce qu'on pourrait parler de couleur et d'obscurité au pluriel? Voilà, donc des choses qui restent à explorer aujourd'hui comme notre rapport à l'obscurité qui va être l'objet de mon discours dès à présent. Donc, en 3 parties, déjà, l'étude de la construction de ces représentations, c'est l'obscurité, culturelles actuelles, puis les évolutions attendues de ces représentations individuelles et collectives, et enfin, les explorations vers sa démystification. Donc, aujourd'hui, donc, première partie, l'étude de la construction des représentations culturelles actuelles de l'obscurité, forcément en Occident. Je vais parler de choses qui se rapportent aux pays développés, européens et américains. On évolue dans ce qui est aujourd'hui 2 mythes, 2 mythologies, le mythe du jour artificiel, de l'éclairage artificiel et son pendant, l'obscurité. Donc, ces 2 mythes ont été créés progressivement au fur et à mesure des avancées politiques et techniques, ou techniques et politiques, dans ce sens-là plutôt, de l'éclairage artificiel. Donc, un bref échantillon de littérature qui recense, parmi la quantité d'ouvrages qui existent à ce sujet, qui recense de manière relativement bien construite, voire très bien construite, ce que l'on pourrait appeler la trajectoire longue de l'éclairage artificiel, depuis, quand on prend Wolfgang Schevelbeck tout à droite, la domestication du feu, jusqu'à, lorsqu'on parle de NIE, les derniers épisodes de Blackout aux États-Unis. Et en fait, au travers de l'ensemble de ces éléments de littérature, on observe et on comprend comment l'individu s'est tranquillement éloigné de son rapport individuel à l'éclairage et à l'obscurité jusqu'à arriver aujourd'hui dans des situations, surtout dans des environnements urbains, où on a un rapport dominant avec l'éclairage artificiel et un rapport très tacite, très ténu avec l'obscurité. Ce qui est
comme l'a dit Jean-Gabriel juste avant, un peu la question du 21e siècle s'agissant de l'éclairage artificiel. Comment faire pour aller vers une sobriété énergétique et environnementale tout en conservant les aspects identitaires et sécuritaires qu'on a construits depuis à peu près 150 ans. Donc, plusieurs citations dans chacun de ces ouvrages. J'en ressors des éléments qui, évidemment, servent le propos d'aujourd'hui et qui aussi me sont chers. Henry Beston, dès 1928, un journaliste qui va à New York et qui observe déjà la grande quantité d'éclairage artificiel, surtout commercial, et qui exprime, il y a une centaine d'années, que la civilisation actuelle est pleine de gens qui n'ont pas la moindre notion du caractère ou de la poésie de la nuit, qui n'ont jamais vu la nuit. Donc, on pourrait entendre une forme de première dépossession de l'obscurité, une première acclimatation à l'éclairage artificiel, notamment commercial. Je vous invite à consulter un article de Jean-Michel Deleuil et Toussaint des années 90 qui s'intitule de la sécurité à la publicité, l'art d'éclairer les villes. Voilà, où en fait on passe d'un statut d'usager surveillé à un statut d'usager invité à consommer. Donc je fais encore un parallèle avec le discours de Jean-Gabriel tout à l'heure sur l'art de manier la lumière et les couleurs pour encourager certaines formes de consommation. Un peu plus tôt, 1700, attendez, je ne vois pas parce que vous avez toutes vos petites vignettes là, 1762, Jean-Jacques Rousseau, cité dans At Day Close, A History of Nighttime, They must early get habituated to darkness. Donc, ils doivent s'habituer très tôt à l'obscurité. Ils, ce sont les enfants. Ce sont les enfants que l'on sait dans l'obligation de circuler à un moment à l'extérieur la nuit, et on va les encourager à faire des courses nocturnes de plus en plus longues, de plus en plus lointaines. Si on devait imaginer des exemples, on aurait aller chercher du bois peut-être au fond du jardin, aller chercher quelque chose dans la ferme d'à côté, puis aller chercher quelque chose dans le village d'à côté. Le travail ici est celui de l'acclimatation, de l'habituation à l'obscurité, et surtout de l'habituation à une obscurité dans laquelle on se meut avec d'autres repères que ceux visuels que l'on a en plein jour. Donc, actuellement, vous avez encore des chercheurs qui travaillent là-dessus. Je pense à Tim Edensor, qui étudie les perceptions qui ne sont pas visuelles. Donc, on va penser aux aspects tactiles ou aux aspects sonore, où il va réfléchir à la manière dont on peut se déplacer en s'éco-localisant, en tapant dans ses mains et en écoutant l'écho du clap pour voir où on se situe dans l'espace, ou encore en observant, en essayant de ressentir ce qui se passe sous nos pieds, sous nos semelles éventuellement, pour voir si on est sur la bonne zone de circulation ou un petit peu à côté. Et donc, ce sont des éléments qui sont cités dans At Day Close et qui nous paraissent peut-être pour certains aujourd'hui inhabituels, mais qui sont encore en cours d'étude et qui pourraient très bien revenir comme des éléments à explorer si on devait transformer la conception des ambiances urbaines ou rurales nocturnes dans les années à venir pour des questions justement énergétiques ou environnementales. Kaivelbuck, comme on le prononce, j'espère que je le prononce bien, son ouvrage est vraiment exceptionnel. J'invite tous ceux qui peuvent le consulter ou le reconsulter à le faire. Il a écrit à minima 2 ouvrages, l'un sur le développement du chemin de fer et l'autre sur le développement de l'éclairage artificiel, et il compare les deux. Il compare les deux en disant que la lumière du gaz et le chemin de fer ont souvent été comparés au 19e siècle, époque de leur grand développement, de leur industrialisation, et les voyageurs du chemin de fer, ne vivant plus dans le paysage à travers lequel ils étaient transportés, sont assimilés aux gens qui regardaient une lumière au gaz, ne se perdant plus dans les rêves du feu primitif. Alors là, on peut observer le chemin de fer et l'éclairage artificiel en ville comme des formes d'emprisonnement dans l'espace, même s'ils en permettent la circulation, dans le sens où ils ont des trajectoires définies, qui, au fur et à mesure des habitudes que l'on a avec le chemin de fer et avec l'éclairage artificiel, vont nous éloigner d'une forme de sérendipité, d'une forme de liberté à circuler dans l'espace, parce que l'on va suivre ou être passager d'un wagon ou suivre le cheminement éclairé pour nos déambulations. Et donc, quelque part, on ne s'autorise plus à expérimenter le paysage, soit en piéton ou sous d'autres modes de circulation, en lieu et place du chemin de fer, soit la nuit dans des environnements obscurs
que l'on a tranquillement édifiés comme des environnements, des lieux, des espaces-temps relativement dangereux. Relativement dangereux. Sachant que les gens qui regardaient une lumière au gaz ne se perdant plus dans les rêves du feu primitif, on a une autre disparition avec l'arrivée de l'éclairage au gaz, puis électrique, c'est celui de l'observation de la disparition de la matière. Alors que l'on brûlait des chandelles, que l'on brûlait du bois, on voyait le matériau se consumer, on avait même un acte obligatoire d'alimentation du foyer, le gaz arrivant, puis l'électricité, puis l'industrialisation de l'éclairage à son échelle internationale actuelle, font que l'on perd le rapport à la disparition de la matière et à notre propre devoir, quelque part, d'alimenter ce feu pour qu'il reste existant. Et donc, si l'on veut vraiment aller loin dans cette analyse, on perd le rapport au foyer. Le foyer, lorsque l'on reprend la domestication du feu il y a à peu près 400 000 ans, c'est le lieu de la cuisson des aliments, le lieu du chauffage et le lieu du regroupement social pour des activités nocturnes. Donc, le foyer du feu, le foyer de la combustion, pourrait éventuellement être assimilé aux premiers foyers sociaux nocturnes. On entend bien ici nocturne. Donc, la lumière avait un rôle social en soirée, en nuit et peut-être en matinée. Et cette individualisation de l'éclairage, cette quantification de points lumineux sur l'espace public et cette technologie qui permet de l'allumer de manière automatique et d'avoir une flamme statique nous éloigne d'un rapport primitif à quelque chose qui pourrait se rapporter comme étant atavique. L'éclairage en tant que critère social. Alors là, on arrive au 19e siècle et on s'aperçoit que l'éclairage, qui était potentiellement le lieu de regroupement social quelques millénaires plus tôt, est aujourd'hui plutôt un outil de division, un outil de souveraineté étatique qui va permettre d'équiper notamment les forces de l'ordre pour surveiller l'espace public nocturne dans l'espoir, dans l'enjeu de désamorcer d'éventuelles fomentations ou complots, mais aussi de surveiller les populations indigentes. La photo du milieu nous le montre. Le policier arbore ce que l'on appelle une lampe bullseye pour son optique en forme d'œil de bœuf qui permettait l'élargissement du faisceau lumineux. Il l'arbore comme on pourrait arborer une arme de poing aujourd'hui. Et à droite, on voit une représentation assez évidente du clivage social où l'État va préférer investir dans un outil de surveillance et d'éventuelle répression ou anticipation des complots sur son espace public la nuit, plutôt que de réfléchir à des engagements sociaux. Et donc, il va illuminer, tout simplement, ce Hounds Ditch, ce fossé aux ordures. Quelles sont les ordures ici? Est-ce que ce sont les gens qui vivent dans le fossé ou est-ce que ce sont les trois maigres possessions qu'ils ont autour d'eux et avec lesquelles ils essayent de vivoter, désormais empêchés de dormir, car la lumière est allumée? La lumière n'est pas allumée tout le temps. Et là, j'adore ces tableaux. C'est des tableaux du XVIIIe siècle à Nantes, mais j'imagine qu'on les retrouvait un peu partout. À gauche, le tableau est celui des régimes d'allumage et d'extinction qu'on n'appelle pas encore éclairage public, mais illumination des rues. Donc, vous avez 6 colonnes, janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre. Ce sont les 6 mois les plus obscurs de l'année. Ceux où on a la nécessité d'allumer l'éclairage des rues à un moment où les activités professionnelles sont encore actives, pour le coup. Dès que avril, mai, juin, juillet, août, septembre arrivent, on estime que les activités professionnelles s'achèvent avant la tombée de la nuit et du coup, on peut laisser la ville à son obscurité naturelle. Lorsqu'on regarde un peu plus en détail le tableau, on voit que certaines lignes sont vides. Ce sont les lignes où la pleine lune est levée. Lorsque la pleine lune est levée, on demande aux porte-falots, aux allumeurs de réverbères, d'aller éteindre les réverbères, d'aller éteindre les chandelles pour préserver les consommables et on se dit que l'on est capable de circuler dans la rue avec l'éclairement de l'ordre de 0,5 ou 1 lux, je crois, à vérifier, de la lune pleine. Ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, ces régimes d'allumage et d'extinction sont remobilisés, alors pas par rapport à la pleine lune, mais comment faire pour allumer, éteindre, abaisser, et que là où on éteignait
à une heure après le lever de la Lune. Aujourd'hui, on espère éteindre 1 heure après la fin d'activité des commerces. Donc, on est finalement sur des formes de redondance, de cycles qui se retrouvent dans des générations passées s'agissant de l'éclairage artificiel. À droite, le parcours des allumeurs de réverbères. Chaque couleur correspond certainement au parcours d'allumage et d'extinction quotidien ou mensuel des allumeurs de réverbères qui, selon le tableau qu'on leur fournissait, allaient graduellement allumer puis éteindre l'éclairage des rues. Donc, ce qu'il faut que l'on comprenne ici, c'est que nous, en tant qu'éventuels habitants ou commerçants ou utilisateurs de l'espace public nocturne de ces périodes-là, on avait un rapport progressif avec la disparition de l'obscurité et avec l'apparition de l'éclairage artificiel. Un rapport progressif dans le sens où il allait au rythme des allumeurs de réverbères, là où aujourd'hui, on est souvent bénéficiaire, usager d'un éclairage public qui s'allume un tout petit peu avant la tombée complète de la nuit et qui s'éteint un tout petit peu après le lever du jour. Et donc, notre rapport à l'obscurité, au travers en plus de cet éclairage qui s'allume instantanément, est mis en sommeil parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une réémergence de cette notion d'obscurité ou d'abaissement, surtout en milieu urbain, parce que le milieu rural a quelques longueurs d'avance, ils s'éteignent avec une facilité non pas déconcertante, mais peut-être amenée par la présence d'activités nocturnes moins importantes, moins chronophages sur l'espace public. Et bon, tout ça se perd, cette gradation de l'obscurité dans l'espace public, avec l'arrivée de l'éclairage électrique. Donc, les Moonlight Towers, à gauche, sont les premières formes techniques démesurées de l'éclairage électrique, à une période où l'on sait fabriquer des lampes électriques, mais tellement puissantes qu'il faut les hisser à peu près 75-60 mètres de haut. Elles vont envoyer un éclairage très bleuté, comme le disait Jean-Gabriel tout à l'heure, et être tellement puissantes qu'elles vont être un gouffre énergétique et créer des ambiances, parce que c'est là où nous amène cette question, ce webinaire d'aujourd'hui, créer des ambiances écrasantes, à la fois en termes de production, de flux lumineux, mais aussi de projection d'ombre. Donc, cette technologie de Moonlight Tower va rapidement céder le pas à un éclairage dimensionné à l'échelle de l'architecture et de l'urbanisme et de ses usagers. Donc, vous avez au milieu une gravure de Londres en 1878 où l'éclairage électrique arrive sur l'espace public avec ce que l'on appelle les bougies Yablokov. Et à cette époque, l'éclairage est maîtrisé. Il est déjà maîtrisé depuis quelques générations, quelques décennies quand même, grâce au gaz. Et c'est bien le gaz qui va nous amener l'approche esthétique du matériel d'éclairage. Tant qu'on n'était pas au gaz, on avait des poteaux de bois, des filins qui nous permettaient de suspendre des lanternes. Parce que chaque élément était dissocié de l'autre. Donc, si un élément se cassait, on ne se posait pas la question, on le réparait, etc. Le gaz change le game parce que le gaz crée un réseau complet raccordé aux centrales de gaz. Et du coup, il faut protéger les conduites qui sont dans chaque candélabre parce que si une conduite vient à fuir ou à prendre feu, c'est tout le système qui est mis en danger. Et donc, on va se mettre à produire des candélabres en fonte et les savoir-faire des chaudronniers vont engager, dans une époque où on est sur une esthétisation de la ville par l'éclairage de nuit, mais par son mobilier de jour, on va mobiliser des architectes pour dessiner des candélabres de style comme celui que vous avez dessiné par la fonderie Vorus à Nantes en 1911. Alors, je fais une sorte d'ellipse temporelle gigantesque, mais je passe de cet esthétisme de l'éclairage à cette finalement omniprésence de l'éclairage dans le quotidien des réflexions architecturales et urbaines. En gros, là où je veux en venir, c'est qu'à partir du moment où on a réussi à déployer l'éclairage à l'échelle qu'on lui connaît aujourd'hui, l'obscurité a disparu des réflexions, clairement. Donc, on s'est engagé dans une politique d'éclairage, une politique énergétique, une politique esthétique, une politique sécuritaire, et on a créé ce jour artificiel physiquement accessible dans l'espace public, mais aussi conceptuellement, et l'éclairage a pris le pas dans l'ensemble des éléments de littérature, mais aussi de réglementation et de normes. Donc, quelques échantillons ici aussi de littérature, ce sont des ouvrages qui font partie de ma bibliothèque, tout simplement. Il y en a 1000 autres qui existent, mais
les 101 mots de la lumière dans l'architecture, le lexique professionnel de l'éclairage. Qu'est-ce que la lumière pour les architectes? 25 questions pour mieux comprendre l'arrêté nuisance lumineuse. Et là-dedans, où est l'obscurité? Quels seraient les 101 mots de l'obscurité dans l'architecture? Quel serait le lexique professionnel de l'obscurité? Qu'est-ce que l'obscurité pour les architectes? 25 questions pour mieux comprendre l'obscurité relative à l'arrêté sur les nuisances lumineuses. En fait, on navigue dans un environnement conceptuel qui aujourd'hui est biaisé ou était biaisé par cette capacité d'accès à l'éclairage artificiel et ces représentations culturelles que l'on en avait créées, sécuritaires, identitaires, facilitant les mobilités, attractives pour les villes. Est-ce que dans quelques temps, les villes deviendront attractives par leur mise en équilibre entre la lumière et l'obscurité, et quels seront, de fait, les vocabulaires, les champs sémantiques mobilisés pour réussir à rendre l'obscurité attractive? Je fais une parenthèse ici, mais je ne suis pas un militant de quelque association qui soit, avant que l'on me prête quelques manques de neutralité, mais il y a un vrai vide sémantique dans l'approche d'une obscurité positive, ou à minima neutre. Et pour ça, il faut lire effectivement Pastoureau, Le noir, histoire d'une couleur, et il explique très bien la trajectoire de cette couleur. Le jour artificiel et l'obscurité, quels sont les potentiels d'évolution de leur représentation? Deuxième chapitre, on arrive à un moment, aux alentours des années 70 déjà, puis en 2000 et encore plus maintenant, dans un premier renversement du paradigme. C'est-à-dire les premiers à manifester leur doute sur cet éclairage artificiel, ce sont les astronomes qui vont dire « Écoutez, nous, on ne peut plus pratiquer parce que le halo lumineux devient trop important. » Samuel Chaléa explique qu'à partir de Paris, il faut faire 900 km pour réussir à trouver une zone d'observation astronomique relativement qualitative. Et donc, en 2001, John Bortle, un astronome américain, sort cette échelle de Bortle où il va classifier, selon des gammes de pureté du ciel, justement, cette pureté du ciel, en vue d'une observation astronomique de qualité. À gauche, vous avez le ciel d'un centre-ville avec un halo lumineux très présent, jusqu'à droite, un site d'observation astronomique de très grande qualité. Donc, cette échelle de Bortle est quelque part une très bonne représentation de ce qui se passe au-dessus de nos têtes quand on pratique, nous, l'espace public nocturne ou l'espace rural nocturne avec son éclairage. 15 ans plus tard, c'est l'Association des concepteurs et éclairagistes français qui publie un manifeste. Et dans son manifeste, il y a plusieurs engagements, dont celui de réhabiliter le plaisir de la pénombre et de l'obscurité. Et on s'aperçoit du coup que les astronomes amateurs sont rejoints par les concepteurs lumière, dont le métier à la base est de travailler sur le matériau lumière, l'éclairage artificiel et naturel. Et on rencontre à cet endroit-là la capacité finalement vraiment présente chez les concepteurs de mobiliser cette question de réhabiliter le plaisir de la pénombre et de l'obscurité. Et on retrouve, pour le coup, ce qui se passait 250 ans plus tôt avec Jean-Jacques Rousseau qui dit « Ils doivent s'habituer très tôt à l'obscurité ». La question, c'est en 2021, en 2031, en 2051, comment pourrions-nous faire pour nous habituer très tôt à l'obscurité? Parce que les représentations culturelles et quand même une question du genre sur l'espace public nocturne, on ne peut pas se le cacher. Quels sont, hommes ou femmes, les codes avec lesquels nous accédons à l'espace public nocturne en tant qu'enfants, adultes, adolescents? Quel est notre champ de référence? Quelles sont nos connaissances, nos préjugés qui nous accompagnent lorsque l'on va se promener sur l'espace public la nuit? Et est-ce que ces champs de référence, ces connaissances peuvent évoluer? Est-ce que, tout bêtement, on pourrait cesser de lier la criminalité, le vandalisme, l'agressivité avec l'éclairage? Est-ce que l'on pourrait cesser de médiatiser à outrance les accidents qui se passent la nuit? Est-ce que l'on pourrait tout simplement sortir d'une trajectoire relativement et résolument chrétienne d'avilissement de l'obscurité et d'idolation, je ne sais plus comment on dit, d'adoration plutôt de la lumière. Lisez vraiment Pastoureau à ce sujet.
On y est aujourd'hui entre l'environnement universitaire et l'environnement grand public. Falchi va publier en 2016 The New World Atlas of Flight Pollution, avec une photo vue de l'espace du continent américain et toutes ces sources de lumière qui créent de la pollution et des nuisances. Thomas Pesquet, en 2017, toujours depuis l'espace, va photographier la métropole de Nantes, et puis même en 2021, là c'était hier, va photographier la métropole du Caire. Donc, on a aujourd'hui un paradoxe entre ce que la science explore en termes de pollution et de méthodologie pour la réduction de la pollution des nuisances lumineuses et les codes de réception finalement de ces photographies de l'espace qui sont forcément belles mais qui sont forcément biaisées parce que parfois il manque certains éléments d'interprétation qui sont ceux des nuisances provoquées, des nuisances sur la faune, la flore, la santé humaine, le ciel nocturne et le rapport philosophique que l'on peut avoir avec lui. Donc, dans les évolutions attendues des représentations individuelles et collectives de l'obscurité, il y a cette question de comment rapporter les bienfaits de l'obscurité, les bienfaits sanitaires, les bienfaits physiologiques et philosophiques de l'obscurité pour amener un regard critique plus partagé, plus conscientisé quelque part, que ces photos restent belles, parce qu'elles le sont, on ne peut pas se le cacher, mais qu'elles interpellent plus majoritairement. Dans la littérature, qu'elle soit une littérature plutôt autobiographique ou plutôt académique, on va avoir évidemment L'éloge de l'ombre de Tanizaki en 1978, qui finit sur des plats de cuisine, hein, clairement. On va avoir très récemment, en 2021, L'éloge de l'obscurité de Sigrid Sandberg, qui est un récit de l'expérience de l'auteur sur ses nuits dans un environnement scandinave où elle fait part de ses craintes liées à l'obscurité. Et évidemment, Samuel Chalea, l'un des chercheurs géographes les plus pointus sur le sujet, qui va parler dans une approche à la fois démocratisée, on va dire, dans le langage et académique et référencée d'une manière savante, l'approche de sauver la nuit, comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait aux vivants et comment la reconquérir. Donc une citation de Samuel, « Pensez l'obscurité comme un bien commun. Elle est un bien public pur, environnemental très étendu, un bien public global, non produit et non reproductible par l'homme. » En fait, il faut savoir que le jour, on ne peut pas saisir l'intégralité du ciel, parce qu'à un moment, on est bloqué par le soleil qui est trop brillant pour nos yeux. La nuit, on peut saisir l'intégralité du ciel parce que le soleil est caché. Et donc, la nuit nous permet de saisir notre échelle individuelle par rapport à l'univers dans lequel on évolue. Et ce bien public, que Samuel appelle une ressource, est aujourd'hui biaisé par l'éclairage qui nous empêche, il faut vraiment le voir comme un élément de frontière physique, tangible, entre notre perception de la nuit et notre perception de la nuit obscure et des éléments qui nous surplombent, dans ce cas, les étoiles. Donc, l'éclairage, finalement, nous cantonne au sol. Nous cantonne au sol, je ne parle pas de projection astrale ici, hein, je ne vais pas partir là-dedans, mais nous cantonne au sol et à une hauteur de feu relativement limitée, celle des luminaires. Donc la question, encore une fois, le sujet n'est pas d'éteindre l'éclairage en ville pour retrouver les étoiles. Là, je vous invite à regarder les travaux de Thierry Cohen, qui est un artiste qui restitue les points de vue sur la Voie lactée que l'on pourrait avoir si jamais les villes étaient complètement éteintes. Ça s'appelle Darkened Cities. Mais comment trouver cet équilibre entre l'expérience de l'obscurité en ville ou à la campagne et l'expérience de l'espace public nocturne modérément rendu accessible par l'éclairage? Et c'est là où on en vient finalement à cette question de sémantique. Le mot obscurité est une dichotomie culturelle. C'est Sigrid Sandberg qui le dit. Le mot obscurité me fait tressaillir. Je l'associe au chagrin, à la maladie, à la nuit, à la couleur noire et à ma peur. Et c'est là où nous arrivons à un sujet clivant, c'est pourquoi avons-nous peur du noir? Pas du noir, pardon, de l'obscurité. Et quelque part,
c'est un sujet hyper précieux, c'est un sujet résolument psychanalytique, mais est-ce que l'on pourrait aujourd'hui nuancer cette dichotomie actuelle par des explorations sensorielles et philosophiques en vue d'une démystification de l'obscurité? C'est là où j'aborde le dernier chapitre, la dernière partie du travail, où on a déjà finalement des petites explorations. Alors, ce sont des éléments très réels, ce sont des cas très pragmatiques, comme celui du collectif Résistance à l'agression publicitaire à Nantes, et il agit un peu partout en France, qui va, de manière inopinée, faire des actes, des actes militants non dégradants, où ils vont cacher, par exemple avec des bouts de carton, les panneaux lumineux en ville, où ils vont faire des graffitis au blanc de Meudon sur les vitrines illuminées, aveugler les piétons, bof pour un opticien au centre, où les livres éclairent les esprits, pas les vitrines, à droite. Et en fait, on voit que l'initiative, finalement, est populaire. Elle est populaire, on pourrait la rattacher à ce que l'on a vu dans les années 70 avec les astronomes qui étaient des astronomes amateurs. L'envie de la modération ou de l'accès à la sobriété lumineuse, ou ne serait-ce que le simple respect de la réglementation s'agissant des vitrines, arrive depuis le sol, arrive depuis une démarche que l'on appelle ascendante, là où nos méthodes de fonctionnement actuelles sont sur des méthodes descendantes, du top-down. Et donc, tout le sujet est là, c'est comment réussir à trouver un équilibre entre ce qui se passe au sol et les besoins au sol et ce qui s'arbitre politiquement et techniquement. L'approche pédagogique, l'approche de sensibilisation se passe à toutes les échelles. Vous avez à gauche un atelier du collectif Renoir Études, donc, auquel j'appartiens, et Samuel Chaléa et d'autres appartiennent aussi, auprès de jeunes enfants, ils avaient entre 7 ou 5 et 11 ans, je ne sais plus, à qui on parle d'obscurité, à qui on parle de ciel étoilé, à qui on parle de panneaux publicitaires lumineux. Et il y a des éléments assez amusants qui se passent. On leur montre justement une photo de Tokyo, une photo avec des panneaux publicitaires partout, et ils sont blasés, comme le petit là au centre avec son t-shirt gris, là, il est comme ça, et puis sincèrement, bon, il a déjà vu ça. Donc, il reste sur sa chaise et il se pose un peu la question, il se gratte la tête. Et là, on lui montre une photo de la Voie lactée. Et là, tous les enfants se ruent sur la photo en disant « c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ?» Et du coup, on s'aperçoit qu'il y a une appétence peut-être plus forte pour des phénomènes naturels que pour des phénomènes d'éclairage artificiel. Charles Viccarini, concepteur lumière aussi très emblématique français, va travailler avec ses collaborateurs, notamment des paysagistes, des architectes, à des formes d'initiation aux gammes chromatiques que l'on peut obtenir avec la couleur. Donc, il va les mettre en situation. On est ici au Jardin des Plantes de Nantes, l'année dernière, et tout le monde est dans une combinaison de peintre blanche, et chacun a un projecteur avec une couleur différente pour recréer la couleur de l'arc-en-ciel, l'ensemble du spectre lumineux. Et on voit un très bel avion en train d'atterrir au-dessus, qui lui aussi pourrait être taxé de pollution lumineuse. Et enfin, à droite, des expérimentations plus participative où l'on cherche à rencontrer les usagers de l'espace public nocturne pour échanger avec eux sur des questions de sobriété lumineuse, sur des questions de potentiel d'économie énergétique ou environnementale. On continue sur la mobilisation des outils numériques. Les outils numériques où, encore une fois, on va chercher des populations que l'on pourrait appeler profanes, c'est-à-dire les termes IRC, luxe, candela ne leur parlent pas. Par contre, ce qui leur parle, c'est accès à l'espace public nocturne, sentiment de sécurité, pollution lumineuse, activité sur l'espace public nocturne. On leur met un casque VR sur la tête et ils ont des cartographies, comme celle au centre, où ils doivent comparer 4 éléments liés à l'espace public nocturne, la pollution lumineuse, les activités nocturnes du lieu, les moyens d'accès en transport public et l'énergie consommée par les points lumineux. Et ils doivent déterminer eux-mêmes, avec leur propre champ référentiel et culturel, si c'est un environnement qui mérite d'être restitué à l'obscurité ou non. Et donc, on s'appuie sur cette expertise d'usage qui, en filigrane, encourage les participants à réfléchir à la place de l'obscurité en milieu hyper-urbain. On est ici sur Nantes Métropole. Et puis, avec les étudiants, on va casser un peu les préjugés. On va leur dire, trouver un endroit obscur sur le territoire. Donc, on fait ça cartographiquement parlant.
Il trouve une zone où il n'y a pas de lampadaire. Bon, qu'est-ce que vous pensez qui se passe ici? Bon, il y a de la prostitution, il y a du deal, il y a de la consommation de drogue, il y a du squat. OK, allez-y, allez voir. Ils vont voir en pleine nuit, dans l'obscurité, il ne se passe rien. Il ne se passe rien dans l'obscurité, en fait. Parce que les dealers ont besoin d'être vus pour vendre leur cam, les travailleurs et travailleuses du sexe aussi. Donc, il ne se passe rien dans l'obscurité, à part des gens qui dorment peut-être ou qui se planquent, mais qui ne veulent pas forcément du mal aux gens. Et donc, ces étudiants sont encouragés ensuite à imaginer un projet d'éclairage ou d'obscurité basé sur les usages qu'ils ont rencontrés en allant visiter, en faisant cette enquête de terrain. Ça, c'était en 2019. En 2021, là, l'atelier vient de se terminer, on change un petit peu de trajectoire et on appelle ça ambiance nocturne en représentation. On part du principe qu'il y a un blackout général. C'est terminé, il n'y a plus d'éclairage public là. Evesa, c'est fichu. Voilà, il n'y a plus de marché, désolé pour vous les gars, mais il n'y a plus d'éclairage. Et du coup, quelles sont les ambiances, quels sont les modes, quels sont les concepts à amener pour ouvrir de nouvelles réflexions sur l'accès à l'espace public nocturne? Vous avez ici une approche très graphique qui mobilise des éléments contextuels. Voilà, on est sur un ancien bras de la Loire qui a été comblé et les étudiants reprennent les courbes de niveau des fonds fluviaux et les retranscrivent spatialement sur le sol et les façades des bâtiments avec de la peinture phosphorescente. Et donc la question c'est, est-ce que l'expérience de l'espace public illuminé que l'on a aujourd'hui peut être transformée vers d'autres expériences, qu'elles soient avec de la lumière phosphorescente ou avec de l'obscurité? Donc, démystifier l'obscurité, c'est un enjeu déterminant dans la poursuite de la sobriété lumineuse. Et là, j'ai un tableur assez lourd. Pardon, juste avant, la sobriété lumineuse est un concept politique, technique et social qui est intimement lié à la trame noire. Et c'est là où j'arrive avec mon tableau un peu lourd. En fait, la trame noire, c'est d'abord un projet d'aménagement du territoire. On réfléchit à où abaisser et où éteindre localement l'éclairage artificiel, souvent en superposant des trames vertes et bleues, les trames des corridors écologiques et des environnements fluviaux et des rivières, pour déterminer spatialement des potentiels énergétiques et environnementaux. Du coup, ça devient un projet politique, un projet de développement durable diurne et nocturne, sous couvert d'enjeux environnementaux et sociétaux dans l'aménagement du territoire. Mais cette approche d'abaissement et d'extinction encourage ou engage la révision des codes culturels dans les approches sécuritaires et identitaires de l'éclairage. Et du coup, ça devient un projet social. Ça devient un projet social où on explore les rapports individuels et collectifs à l'obscurité, on cherche à les contextualiser avec toutes les petites enquêtes que je vous ai montrées avant, et on en sort des schémas de cohérence d'ambiance nocturne. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait des schémas directeurs d'aménagement lumière. Donc, on était dans les années 90, 2000 et même 2010 sur des politiques d'éclairage qui avaient des directions grâce à ces schémas. On amène la cohérence, elle existait déjà avant, entre des éléments du paysage, des éléments du patrimoine architectural et urbain, des éléments de mobilité et de sécurité, et les schémas directeurs se mettaient en cohérence avec ces attendus politiques-là. Aujourd'hui, la cohérence s'élargit à des champs transversaux que sont les usages, la sobriété, l'accès au ciel nocturne, la pollution et les nuisances lumineuses, le respect de la faune et de la flore. Donc, on essaie d'être en cohérence de manière encore plus élargie. Et puis, ambiance. Ambiance, pourquoi? Parce qu'on se réfère aux sensibles, on se réfère aux perceptions que l'on a sur l'espace public nocturne. On se réfère à l'usager non plus en tant que consommateur ou spectateur, plus uniquement, mais aussi en tant qu'acteur. Acteur, tout simplement lorsqu'il est détecté par un module qui va illuminer sur son passage, acteur lorsqu'il va faire part de son expertise d'usage dans sa connaissance très locale qu'il a des cycles pendulaires, des activités nocturnes au pied de sa porte. Et enfin, nocturne parce qu'on s'autorise à restituer la question de l'abaissement et de l'extinction, et donc de la pénombre et de l'obscurité. Et la trame noire, alors c'est une définition très subjective, il ne faut pas du tout la prendre pour un référentiel générique. C'est dans l'approche académique que moi je mène, l'expérience individuelle de l'obscurité comme le point de départ des politiques locales de la sobriété lumineuse, spatialisée et temporalisée sur le territoire, la trame noire. Et donc, on revient quelque part à une question d'individu dans un espace illuminé ou non.
Et on revient à cette question de l'observation, non plus cette fois du feu primitif qui va nous emmener dans des rêves un petit peu ataviques, mais dans une meilleure compréhension de notre moi intérieur. C'est Roger Ekirch qui le dit, qu'avec cette disparition du sommeil segmenté, avec cette omniprésence de l'éclairage, on perd ce rapport à l'obscurité. Et donc, on est sans cesse en train de projeter notre personnalité sur l'autre. On cherche le miroir, le reflet, on projette à l'extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur. C'est ce que la lumière nous permet. À un moment, plus tôt, on avait cette capacité, cette ouverture, cette possibilité, grâce à l'obscurité, d'aller plutôt faire des formes d'introspection, d'aller à la rencontre de notre moi intérieur. C'est des choses qui sont légèrement disparues aujourd'hui ou qui sont mobilisées dans des situations très précises. Et donc, appréhender l'obscurité, appréhender dans les deux sens, dans le sens aller à la rencontre d'eux avec crainte, et aussi appréhender, chercher le sens, est une étape de la détermination individuelle de l'individu. Et il me reste du coup une question à vous poser. Qui êtes-vous dans l'obscurité? Voilà. Et je vous remercie. Et j'en termine ici. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation vraiment passionnante. Enfin, j'avais quelques questions, mais tu as à peu près brossé l'obscurité dans tous les sens, je crois. Notamment, tu avais parlé de quelque chose qui était très intéressant et qui est un peu le marronnier de l'éclairage public et son lien avec la sécurité. Tu en as parfaitement parlé, Jean-Gabriel aussi en avait parfaitement parlé, donc je suis content que les gens aient pu voir ce sujet en tête aujourd'hui. Alors, l'heure tourne malheureusement, on va bientôt devoir conclure. Si les gens ont vraiment une question qui leur brûle les lèvres, une dernière question, c'est encore possible, mais je pense qu'on va devoir conclure. Est-ce que Zenel, tu veux dire un mot de la fin, si jamais tu es disponible pour dire un mot de la fin pour cette conférence? Si, je suis là. Écoutez, vraiment très passionnant, super, Nicolas, franchement, et puis Jean-Gabriel aussi. Donc, je suis très content de ces deux présentations qui sortent un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on fait sur l'éclairage. Donc c'est vrai qu'on a un monde de l'éclairage, un métier de l'éclairage qui bouge pas mal. On a beaucoup de questions à se poser sur comment construire l'éclairage de demain. Tout va être renouvelé dans les prochaines années. Donc, par le biais des économies d'énergie, on a la LED qui arrive. Donc c'est vrai que c'est le premier levier sur lequel s'appuie un petit peu aujourd'hui l'ensemble des décideurs. Hein. Donc, le côté portefeuille va jouer pour le renouvellement de cet éclairage. Et c'est vrai que voilà, nous, dans le cadre de ces conférences, on voulait vraiment ouvrir un peu le champ des réflexions sur toutes les bonnes questions à se poser. À partir du moment où tout va être refait, posons-nous les bonnes questions et faisons ça correctement. Donc, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés dans les précédentes conférences, hein, la biodiversité, la nuisance lumineuse, l'impact sur la santé. Donc, aujourd'hui, le rapport au monde de la nuit, à l'obscurité, l'impact des couleurs, justement. Il y a la fameuse démystification vis-à-vis de la criminalité. J'ai bien aimé l'exemple de Jean-Gabriel sur les parkings. Donc, que ça soit sombre ou ultra éclairé, le taux de criminalité, c'est le même. On ne s'est pas toujours posé les bonnes questions. Donc un peu l'idée de toutes ces conférences et les différents sujets qu'on a traités, c'était un peu également de revenir aux fondamentaux. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi on éclaire? Pour qui on éclaire? Quand on éclaire? Une idée qui me venait en tête là en écoutant un petit peu Nicolas sur l'obscurité, des fois je me dis aujourd'hui qu'on réfléchit la ville, on se dit tiens, où on va pouvoir éteindre un peu la lumière? Il faudra peut-être regarder le sujet dans l'autre sens, se dire imaginons que la ville est éteinte, où faudrait-il éclairer? Et avoir une autre approche justement du pourquoi on éclaire et pour qui on éclaire et à quoi ça sert. Donc, je suis très heureux de ces deux conférences aujourd'hui qui ont vraiment ouvert un petit peu le champ. Donc, j'espère qu'à tous ceux qui nous ont suivis, qui sont un peu dans le monde de l'éclairage ou autre, ça leur a mis des petites graines qui vont germer, qui vont leur permettre de réfléchir à des nouveaux sujets. Donc merci à vous deux et puis merci à Victor pour cette préparation de ce soir. C'est pour ce mot de la fin. Et puis, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et j'espère la prochaine fois en présentiel, comme on dit maintenant, physique. Et encore merci aux intervenants. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.